Sauf que le lendemain de la soirée, le père de Terrina, il va partir de chez eux. Et Terrina, elle remarque son absence. Son père, il est pas là. Bon, c'est bizarre, ok. Quand il revient, il est couvert de terre. Terrina, elle s'approche de son père, elle le questionne, elle lui dit bah où est-ce que t'étais? Pourquoi t'es couvert de terre? Son père, il répond pas. Il reste silencieux. Jusqu'à ce qu'il avoue à sa fille: j'ai été aidé Pazuzu à découper le corps de Josh pour ensuite l'enterrer dans son jardin. Josh et Stacy, ils se rencontrent en 1999. Stacy est un petit peu plus vieille que Josh, mais dès qu'ils se rencontrent, c'est le coup de foudre. Clairement, c'est assez évident, juste en fait, ils sont faits pour être ensemble. Et en plus de ça, ils ont un rêve en commun, c'est d'avoir une ferme ensemble. Ils veulent un petit peu, vous savez, cette vie à la campagne, avec des poules, des vaches, un grand domaine, une ferme, tracteur, enfin bref, tout le bordel. Mais malheureusement, il y a la crise économique de 2008 qui arrive, et ça réduit tout leur plan à néant. Celui d'avoir une ferme et tout ça, ça tombe à l'eau. En fait, ils avaient fait des prêts à la banque, mais le problème, c'est que pour rembourser ces prêts, ils ont besoin d'argent. Sauf que plus personne ne fait business avec personne, parce qu'en fait personne n'a d'argent. Genre vraiment la crise de 2008 c'est quand même un truc qui est quand même assez huge. Donc elle, Stacy, pour pouvoir sortir la tête de l'eau, elle fera des petits boulots dans d'autres fermes, elle va aider à traire les vaches, elle va dépanner. Mais Josh par contre lui, il a vraiment beaucoup plus de mal à se relever de tout ça. En même temps, c'est son rêve d'avoir cette ferme et de pouvoir en vivre. Et là, il y a littéralement tout qui s'écroule sous ses yeux. Donc forcément, ça a quand même un assez gros impact pour lui. Et cette situation va forcément créer des tensions qui va mener à leur séparation. Ils restent quand même en bons termes, Josh et Stacy, parce qu'en fait ils ont un enfant en commun. Pour survivre, Josh, il se mettra alors à vendre de la DROGE. Le fait que Josh se mette à dealer, c'est pas si étonnant que ça, parce que en fait c'est un peu ce que n'importe qui d'autre aurait fait au final, parce que c'est le seul moyen que t'as pour t'en sortir en fait, tout simplement. Et ce qu'il vend, en plus de ça, c'est tranquille. Un peu de champi, un peu de WEED, c'est pas énorme, on n'est pas sur un énorme NARCO trafiquant qui va passer de pays en pays avec des mules et tout ça, absolument pas. Mais malheureusement, c'est assez pour qu'il se fasse prendre, et la police fera une perquise chez lui, et c'est comme ça qu'il va se retrouver avec un casier judiciaire. Maintenant, forcément, il est encore plus dans la dé, parce qu'il y a la crise qui réduit ses chances de trouver un taf, et en plus de ça, il a un casier judiciaire avec écrit en gros dessus possession et trafic de stupéfiants. Donc cette fois-ci c'est mort. Josh il se trouvera littéralement plus jamais un taf, donc forcément ça fait qu'il s'enfonce encore plus dans la DROGE, et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à faire de très mauvaises rencontres. On est maintenant cette fois-ci en juillet 2009, et Josh, il donne plus de nouvelles. Josh, il a disparu. Son ex-femme, Stacy, elle ira pas voir la police directement parce que elle sait ce que Josh il fait pour se faire de l'argent. Elle sait que lui, forcément, il deal de la DROGE. Donc, elle se dit que si jamais elle va voir la police alors que lui-même essaye de se cacher de la police, ça pourrait le mettre un petit peu en danger. Son ex-femme, Stacy, elle va rien dire du tout parce qu'elle a pas envie de ruiner sa couverture, quoi. Elle garde son inquiétude pour elle. Elle attend, mais surtout, elle stresse pendant tout ce temps. Josh, même si c'est plus son mari, ça reste quand même le père de son fils, et elle a pas envie d'avoir expliqué à son fils d'à peine 4 ans que son père a disparu en fait. Donc elle attend, elle stresse, elle va pas voir la police, elle reste calme, et au bout d'un moment, c'est trop pour elle. Vraiment, la disparition de Josh, ça l'inquiète vraiment trop. Elle a besoin de savoir où est-ce qu'il est, donc elle va voir la police. Elle explique un petit peu la situation à un agent de police en disant que son ex-mari ne donne pas de nouvelles depuis plusieurs semaines, qu'elle a besoin de l'aide de la police en fait, tout simplement. Alors l'agent de police, il cherche un peu dans sa base de données, il voit que effectivement il a des nouvelles de Josh. Ils ont retrouvé sa voiture il y a quelques semaines, clé encore sur le contact, avec la fenêtre un peu baissée. Et ici, elle est rassurée d'entendre ça, mais en même temps, comme je vous ai dit, pourquoi personne l'a prévenue? Pourquoi elle apprend ça que maintenant? Et surtout, pourquoi est-ce que la police ne s'inquiète pas de la disparition de Josh? On parle quand même d'un être humain qui a disparu. Et en fait, toutes ces questions, elles ont une seule réponse qui est très simple, c'est que la police s'en fout complètement. Ils en ont absolument rien à faire de Josh. En gros, ils ont regardé une seconde son dossier, ils ont vu que dans son casier judiciaire, il avait possession et trafic de stupéfiants, et hop, dans leur tête, en fait, ils se sont immédiatement dit qu'il était sûrement en train de se shooter sous un pont en abandonnant sa famille. Affaire conclue. Mais du coup, là, j'imagine que la question que vous êtes en train de vous poser, c'est où est passé Josh? Parce que la police n'a pas de réponse, mais moi j'en ai. Pour savoir où il est passé Josh, on va s'intéresser à Terrina Billings. Elle habite en Caroline du Nord, c'est le même état que Josh et Stacy d'ailleurs. Et elle a une vie comme tout le monde. Elle fait ses courses comme tout le monde, elle va au travail comme tout le monde, elle passe ses dimanches avec sa famille comme tout le monde. Le seul détail qui la différencie des autres, c'est son voisin. Son voisin, c'est Pazuzu Algaran. Quand tu arrives chez Pazuzu, la maison en elle-même, elle a une aura négative. C'est très bien. Que c'est le genre de maison à laquelle tu sonnes pas quand c'est Halloween, et que si jamais ton ballon, il se retrouve dans le jardin de Pazuzu, inadvertance, tu prends pas le risque
d'aller le récupérer. La porte d'entrée, elle porte un message. Il y a écrit « Le mal triomphera » avec juste au-dessus une croix latine inversée. Vous savez pas ce que c'est la croix latine, c'est un peu le signe des personnes satanistes. Et évidemment, tout ce qui est les fenêtres et tout ça, toutes les fenêtres en fait, elles sont complètement obscurcies avec de la peinture. Quand tu rentres chez Pazuzu, la première chose qui t'accueille, c'est l'odeur. Il y a un mélange immonde d'urine et de matière fécale. Le genre d'odeur te prend au nez immédiatement. En plus de ça, t'as des tags sur les murs, des détritus partout sur le sol. Il y a plein de chiens et de chats qui font leurs besoins directement dans la maison. Et pour le nettoyage, ben soit ça sera les autres chiens et les autres chats qui vont manger les excréments des autres animaux, soit ça sera juste jamais nettoyé. Et en plus de ça, il y a aucune règle. Je sais pas, si tu veux péter la télé, mais vas-y en fait. Si tu veux t'essuyer avec les rideaux, vas-y. C'est un paradis pour toutes les personnes qui détestent les règles et qui juste veulent s'échapper de notre société qui a, elle, plein de règles en fait, tout simplement. Donc pour en revenir à Terrina, elle ira chez Pazuzu pour faire une soirée. Ne me demandez pas comment est-ce qu'elle a fait pour accepter d'aller chez lui, mais elle accepte d'aller chez lui pour faire une soirée. Et pendant la soirée, elle va s'amuser un peu, j'imagine, à boire, à danser sur du hard metal. Détail important, le hard metal, c'est le genre de musique que Pazuzu passait dans la maison absolument tous les jours, tout le temps. Et à un moment, elle va l'entendre parler d'un truc qui va piquer un petit peu sa curiosité. Pazuzu, il est complètement bourré et sûrement aussi un petit peu défoncé. Et il raconte qu'il a tué un homme de 6 coups de fusil. C'est bizarre comme truc à dire, en particulier en soirée où tout le monde est censé venir pour s'amuser, mais en même temps, en fait, il y a personne qui le croit de toute façon parce que il est juste bourré, quoi. Il dit ça juste pour s'inventer un truc ou je sais pas, mais il explique quand même que pour couvrir l'odeur du cadavre qu'il y a dans sa cave, il utilise du chlore et de la litière pour chat. Un peu bizarre comme détail à ajouter, mais en même temps, bon, allez, c'est bon, quoi, c'est juste un mec essaye de se donner un genre, enfin, je veux dire, on sait très bien que ce qu'il raconte, c'est pas vrai, allez, c'est bon, quoi. C'est vraiment chelou. Il utilise beaucoup de détails pour un truc qui est censé être faux, mais bon, voilà, c'est aussi un peu difficile de le croire parce que c'est le genre de mec qui va dire n'importe quoi, histoire de donner cette image un petit peu effrayante, quoi. Sauf que le lendemain de la soirée, le père de Terrina, il va partir de chez eux. Et Terrina, elle remarque son absence. Son père, il est pas là. Bon, c'est bizarre, ok. Quand il revient, il est couvert de terre. Terrina, elle s'approche de son père, elle le questionne, elle lui dit bah où est-ce que t'étais? Pourquoi t'es couvert de terre? Son père, il répond pas. Il reste silencieux. Jusqu'à ce qu'il avoue à sa fille: j'ai été aidé Pazuzu à découper le corps de Josh pour ensuite l'enterrer dans son jardin. Elle croit pas ce qu'elle vient d'entendre, son père qui lui avoue avoir aidé le voisin flippant à commettre un crime. Elle va y réfléchir longtemps à toute cette situation. Si elle va voir la police, ça veut dire qu'elle va mettre son père en danger, mais en même temps, on parle quand même d'un crime. Je veux dire, elle peut pas garder le silence par rapport à la gravité de la situation. Donc elle finit par arriver à la conclusion que si jamais c'était son frère ou son cousin qui avait été assassiné, elle aurait aimé que quelqu'un aille voir la police pour donner un max d'informations. Elle raconte tout en détail, ce qu'elle a entendu à la soirée, ce que son père lui a dit, absolument tout, hein. Elle raconte vraiment tout. La police accepte de l'écouter, ils envoient des agents à la maison de Pazuzu, ils toquent, Pazuzu ouvre, les officiers lui demandent s'ils peuvent fouiller sa maison, Pazuzu dit non, il ferme la porte, la police part. La raison de pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'insistance de la part des officiers, c'est parce qu'en fait, ils ont pas assez d'éléments pour justifier la fouille de la maison de Pazuzu, alors qu'il y a quand même Pazuzu en personne qui a avoué l'homicide qu'il a commis, plus le père de Terrina qui a pareil avoué le fait qu'il a aidé dans le crime. Enfin, je sais pas. Et en plus de ça, il faut prendre en considération que là, on est dans une petite ville de Caroline du Nord. Il y a peut-être grand max à l'année 1 voire 2 homicides par an. Ça vaudrait peut-être le coup que la police aille mettre un petit peu plus son nez dans cette affaire. On a pu le voir, la maison de Pazuzu, c'est un endroit qui est vraiment sans règles, où n'importe qui se sera amené en fait. Et c'est pas si étonnant que ça parce que, en fait, après la crise de 2008, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur travail et qui par conséquent se réfugient dans tout ce qui est la drogue, finissent par fréquenter des groupes un petit peu marginalisés. Et pour ces personnes, la maison de Pazuzu, c'est un peu leur échappatoire. Ici, c'est le genre de maison où ça pue, il y a des croix gammées qui sont taguées sur le plafond, il y a des gens en train de se shooter sur le canapé. Mais en fait, au moins, c'est le genre de maison où il n'y a pas les mêmes règles que la société impose. Ici, on s'en fout de l'argent. L'argent qui manque énormément vu qu'on est en plein dans la crise de 2008. Ici, on s'en fout de l'argent. Chez Pazuzu, tout ce qui compte, en fait, c'est juste de s'amuser, en fait. Donc forcément, ça ramène beaucoup de monde. Et parmi ces gens qui vont profiter de la maison de Pazuzu pour faire la fête, on va s'intéresser à une personne, une femme qui s'appelle Sylvia. Elle passe la soirée là-haut. À un moment, son ami qui devait la ramener chez elle lui dit qu'elles doivent partir. Elle rentre dans la voiture et sur le chemin pour rentrer chez elle, elles discutent dans la voiture, les deux femmes. Sylvia, elle dit à son ami qu'elle a entendu Pazuzu dire qu'il a tué un mec qui s'appelle Josh. Et là, dans la tête de l'ami de Sylvia, ça lui fait un électrochoc. Immédiatement, elle lui dit: tu dois rencontrer mon amie Stacy. Stacy, qui est, je le rappelle, l'ex-femme de Josh, qui le cherche encore. Sylvia et son amie, elles s'accordent sur un plan. Sylvia, elle allait retourner chez Pazuzu avec son téléphone qui enregistre et elle allait essayer d'avoir des aveux de la part de Pazuzu ou au moins quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête pour donner de justice à Josh, quelque chose qui au moins pourrait un minimum incriminer Pazuzu. Donc elle rentre chez Pazuzu avec son téléphone qui enregistre. Sûrement, j'imagine le cœur battant de peur de se faire prendre parce que je sais Pazuzu pourrait lui faire s'il apprenait qu'elle venait faire la flic chez lui. Elle arrive à entamer une discussion avec un pote de Pazuzu. Il lui demande si Pazuzu a déjà tué quelqu'un. Et lui, il répond ouais. Ouais.
Ouais, comme si c'était la chose la plus normale et évidente sur Terre. Sylvia, elle quitte la maison de Pazuzu, elle se rend direct au poste de police pour donner un élément qui pourrait énormément aider l'enquête en rapport avec le décès de Josh. La police n'accepte pas de l'écouter, prennent pas ses dépositions. Fin de l'enquête. Je sais même plus on est à combien de fois où la police refuse encore une fois de porter justice à Josh. Sylvia et Stacy, les deux femmes, elles finissent par se rencontrer. Si jamais la police veut pas l'écouter, l'ex-femme de Josh sera sûrement intéressée par ce qu'elle a réussi à obtenir. Elle lui fait écouter l'enregistrement. Elle entend bien que justement son ex-mari il est mort, il a été tué et que c'est Pazuzu qui l'a tué. Et Stacy retourne encore une fois auprès de la police. C'est la je ne sais combienième fois que Stacy va voir la police. Cette fois-ci, elle les pousse à fouiller un petit peu plus dans la maison de Pazuzu. Et à ce moment-là, grâce à je ne sais quel miracle, la police accepte de fouiller la maison de Pazuzu. La police rentre chez Pazuzu, ils vérifient un petit peu partout dans cette maison immonde et ils trouvent rien. Alors encore une fois, ils partent et fin de l'enquête. Sachant que c'est évident en fait qu'ils allaient rien trouver dans la maison vu que on a vu avant que le père de Terrina a aidé Pazuzu à découper le corps de Josh pour ensuite l'enterrer dans le jardin. Donc, évidemment qu'il n'y a rien dans la maison, il faut aller chercher dans le jardin en fait. En fait c'est vraiment le genre d'affaire où tu te dis mais c'est dingue, t'as l'impression de devoir tout expliquer à la police en fait. Les policiers ils verront quand même tout ce qui est le chlore et la litière dans la cave. Ça a servi à camoufler l'odeur du cadavre de Josh, mais pour eux le chlore c'est sûrement pour la piscine qu'il y a dans le jardin. La piscine, je tiens à préciser, la piscine est vide, il n'y a pas d'eau dedans. Et la litière c'est pour les chats. Alors que quand tu rentres, tu vois bien qu'en fait les animaux ils ont pas de litière. Les animaux ils font où ils veulent. Donc pour en revenir à Pazuzu, Pazuzu en plus de créer un endroit où les jeunes addicts peuvent se retrouver sans que les autorités les dérangent, il a aussi créé un petit peu une sorte de secte. Lui c'est un peu le gourou et il a plusieurs fiancés comme il les appelle qui sont constamment chez lui et qui ont vu en fait tous les crimes qu'il a pu commettre. Il y en a même une qui va un jour prendre un ami de Pazuzu à part pour lui avouer qu'elle a enterré un cadavre dans le jardin. Et il y en a une autre qui va reprendre contact avec son ex-petit copain. Elle va le ramener chez Pazuzu et elle va lui expliquer qu'elle a aidé à enterrer quelqu'un dans le jardin, elle aussi, et que le trou était pas assez profond, des genoux dépassaient, qu'ils ont dû faire un petit tas de terre. C'est pour ça quand tu regardes le jardin, que le jardin n'est pas complètement plat. Et là du coup forcément on se rend compte que ces deux fiancés de Pazuzu parlent de deux crimes différents. Ça veut dire que Pazuzu il aurait fait plus qu'une seule victime. Là, ça veut dire que Pazuzu c'est pas juste un meurtrier. Ça le transforme littéralement en serial killer. En fait. Pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que Pazuzu il est aussi apprécié au point d'avoir des amis qui l'aident dans ses crimes, il faut un petit peu rencontrer Pazuzu. À la base, Pazuzu c'est un enfant normal. Sa mère elle l'appellera John, que Pazuzu c'est pas son vrai prénom. Il est né en décembre 78. Et à un moment, sa mère elle va divorcer père de Pazuzu et elle va se remarier. Et c'est à ce moment-là, au moment où elle se remarie, que le comportement de Pazuzu il change complètement. Il devient de plus en plus renfermé sur lui-même. Il sort plus de la maison, il va plus à l'école et c'est à 13 ans. À seulement 13 ans, il va commencer à consommer de l'alcool régulièrement. Il lui faudra vraiment pas beaucoup de temps avant de commencer à prendre de la méthamphétamine. Pazuzu il commence à changer son style, ça lui créera une aura différente. Il a des tatouages sur tout le corps, sur le visage, il en a même un énorme sur l'avant-bras. Il y a écrit Satan. Il a aussi les dents limées, il s'est limé les dents en pointe. Il dira qu'il a fait ça une fois pendant qu'il était défoncé. Et son style, ça lui permet aussi d'avoir une réputation dans sa ville parce que, en fait, lui, il représente littéralement l'antéchrist. Et là où il vit, c'est un endroit où tout le monde est très religieux. Et en plus de ça, son nom, Pazuzu, c'est en référence au démon dans l'exorcisme. En fait, le fait de juste traîner avec Pazuzu, c'est suffisant pour devenir comme lui. Il y a une de ses fiancées qui s'appelle Bubbles. Avant de rencontrer Pazuzu, c'était vraiment une ado qui était complètement normale. En fait, elle a été tellement transportée par ce que Pazuzu dégageait, elle est devenue littéralement comme lui. Elle aussi, elle s'est limé les dents en pointe. Elle expliquera qu'elle a fait ça pour pouvoir mordre des animaux. Elle se rasera aussi les sourcils. Elle avouera même à une de ses amies qu'elle a déjà bu le sang de Pazuzu et que Pazuzu a déjà bu son sang à elle. En 2010, on est un an plus tard, il y a un de ses amis qui va tuer un jeune homme du nom de Joseph. Et même si Pazuzu n'a pas commis le crime, il est quand même vu comme un accessoire. Un accessoire, si vous n'êtes pas au courant, ça veut dire que c'est pas l'acteur principal du crime, mais il a quand même sa part de responsabilité. Son ami qui a tué Joseph sera immédiatement emprisonné, mais Pazuzu, lui, il aura le droit à l'évaluation psychologique. Pendant l'évaluation, les enquêteurs, ils verront ses tatouages, ils verront ses dents, mais ils sentiront aussi son odeur. Pazuzu, il avouera qu'il ne se lave qu'une fois par an. Pareil pour ses dents d'ailleurs, il se brosse les dents une fois par an. Et sa raison derrière tout ça, parce que selon lui, sa saleté, c'était comme une sorte de protection pour lui. Il a aussi une croix latine inversée, donc pareil, une croix satanique, c'est littéralement tailladé sur le front. Il a deux autres entailles qui partent du coin de sa bouche vers ses joues. Histoire de se donner un petit peu un sourire de Joker, il a aussi une brûlure sur le bras. Quand les enquêteurs lui demanderont d'où est-ce qu'elle vient cette brûlure, il dira qu'il s'est marqué lui-même au fer blanc pour sa religion. Les enquêteurs feront son évaluation psychologique, ils parleront aussi avec sa mère, il leur dira que Pazuzu c'est un homme très anxieux en fait. Il fait extrêmement peur, mais en réalité, il est très anxieux. Il est même agoraphobe. En fait, il a peur de sortir de chez lui. Elle dira même que parfois, ça lui arrive de faire des crises d'angoisse
quand il peut pas faire de sacrifice d'animaux. Au final, il plaidera coupable. À cause de son état mental, il sera relâché et mis sous probation. Ça veut dire que là, cet homme qui a aidé le meurtre d'un homme et qui, en plus de ça, en a tué 2 autres, qui sont encore enterrés dans son jardin, je tiens à le préciser, peut retourner librement vivre dans la société. La justice n'a pas cru bon de s'occuper de lui, quoi. 2014, la police, elle fera une dernière fouille chez lui. Et cette fois-ci, ils trouveront enfin les cadavres de Josh et celui de Tommy Welch. Ils feront leur dernière fouille en 2014, sachant que Josh, à la base, est porté disparu en 2009. Et du coup, pour revenir à Tommy Welch, qui est le 2e cadavre qui a été retrouvé dans le jardin de Pazuzu, en fait, c'est un homme qui juste allait retrouver son frère, qui marchait dans la rue. Il a eu le malheur de croiser la route de Pazuzu. Et Pazuzu l'a juste tué, il l'a enterré dans son jardin. Pour fouiller la maison de Pazuzu, les enquêteurs, ils ont même carrément dû mettre des combinaisons hazmat, tellement c'était invivable. Il sera emprisonné le temps de son procès en avril 2015. Et sa maison sera détruite à peu près dans la foulée, parce qu'elle est jugée comme étant impossible à vivre dedans considérant son état. C'est en octobre de la même année qu'il enverra une dernière lettre à sa mère depuis la prison, où on pourra voir qu'il a écrit: Je m'ennuie, j'ai reçu une lettre de ta part et de celle de Amber. Je méprise la race humaine. Les gens sont tellement des créatures moches et inutiles. Quand je les regarde, ils m'énervent encore plus. Je devrais avoir une médaille pour avoir tué ces idiots. Peut-être que quand je mourrai, le dieu du chaos m'accordera le pouvoir. 2 jours plus tard, il sera retrouvé mort dans sa cellule à 4h du matin par les gardiens de la prison, dû à une entaille profonde dans son bras gauche. Après ça, il s'est fait incinérer, et maintenant ses cendres sont dans une urne, dans la salle à manger de sa mère. C'est l'histoire de Pazuzu Algarad, sûrement une des affaires avec une des personnes les plus flippantes qu'on a jamais faites.